C'est la plus cosmopolite des villes d'Espagne. 17 millions de touristes passent chaque année à Barcelone. Et certains décident de ne plus la quitter. C'est le cas de Joao, arrivé ici il y a 6 ans. Il fait aujourd'hui découvrir la cité catalane à ciel ouvert. C'est une ville raffinée, où les gens aiment faire la fête. Mais cette année, Joao vise un tout nouveau marché, celui des visites en minibus. Romain, lui, est d'origine toulousaine. Avec Oscar, il cuisine à Barcelone depuis 16 ans, avec la même passion et un certain succès. Ce soir, en direct de la Torre Altamar, le Paul Bocuse espagnol. Mais dans quelques mois, un défi l'attend. Il ouvre un bistrot dans l'un des quartiers les plus touristiques de la ville. L'espace, il est hyper rare. C'est impossible d'avoir un endroit. On a dû parlementer avec lui. Édouard et Salvatore sont eux des Barcelonais pure souche. Depuis des générations, ils défient les lois de la pesanteur. On n'a réussi cette figure que 3 fois dans le passé. 3 fois seulement en 45 ans. Ils vont vivre l'une des plus belles journées de leur histoire. Emmanuel vient de Lille. Voilà. À Barcelone, il crée toutes sortes de meubles à partir de palettes recyclées. Attention à ton pied. Mais sa passion, c'est sa rue. On va aller voir les décorations de la rue Verdi. Tous les ans, avec ses voisins, il se démène pour en faire la plus belle rue du quartier. Enfin, la Sagrada Familia, c'est la star de Barcelone. 3 millions d'entrées par an. C'est aussi le plus vieux chantier du monde. Jordi Faoli, l'héritier de Gaudi, nous entraîne dans ses coulisses. Ce lieu peut accueillir un chœur de 600 personnes qui chantera des cantiques pendant la messe. Jordi et ses tailleurs de pierre ont 3 mois pour terminer les inscriptions de la façade sud. Chaque lettre pèse plus d'1 tonne. Pendant 1 an, ils nous font découvrir cette ville qui ne dort jamais, ses secrets et ses coutumes. Romain Fornel est un jeune chef toulousain. Bonjour, je vais me servir. Il vit à Barcelone depuis 16 ans et en connaît toutes les traditions culinaires. Les coques que tu as en France, elles sont beaucoup plus petites, c'est dans le sable. Donc ce qu'ils font ici, ils les mettent à dégorger. Ils les mettent à dégorger et il n'y a pas un pet de sable dedans. Là, tu peux les manger. Ce matin, Romain n'est pas venu au marché uniquement pour faire ses courses. Il a un rendez-vous d'affaires avec Oscar, son ami catalan. On est en train de monter un endroit de sandwich, mais sandwich très gourmet, dans un petit local qu'on a dans la Boqueria. C'est très difficile à trouver. Cet ancien entrepôt d'un volailler vaut aujourd'hui une fortune. L'espace, il est hyper rare. C'est impossible d'avoir un endroit. On a dû parlementer avec lui, donc on a cet espace, un espace en dessous et un espace au-dessus. L'ouverture du bistrot est prévue dans 3 mois. L'emplacement est idéal car la Boqueria est le marché le plus touristique de Barcelone.
C'est ici que Romain vient chercher l'inspiration pour ses multiples restaurants. Je suis le seul en Espagne à avoir joué la carte française. Il n'y a pas d'autres chefs français en Espagne qui sont étoilés au Michelin, qui ont plusieurs gammes de restaurants comme nous on a su monter. Romain est arrivé à Barcelone à 19 ans. À 24, il y obtient une étoile Michelin. Ça fait 14 ans que je mange tous les midis au Ritz, c'est sympa. Comment estás? Muy bien? Sí. Aujourd'hui, le Caelis est son restaurant phare. Bonjour. Bienvenidos en el Caelis. Très bien. Et toi? Forme? Après avoir été simple chef, Romain est aujourd'hui le propriétaire de l'affaire. Voilà l'équipe, Victor qui est le chef, Thiago qui vient du Portugal. Pimienta, y está. Pâtissier, sommelier, commis, Tu rajoutes du poivre et ça suffira. la brigade du Caelis compte 15 employés. Et une équipe de consultants triés sur le volet. Chema, un ancien champion olympique de water-polo. Enfin, c'est ce qu'il dit, je ne sais pas si c'est vrai. Après, à côté, vous le connaissez peut-être, c'est un petit joueur de hand. Et José, qui est la pièce maîtresse, c'est grâce à lui que je suis à Barcelone, c'est grâce à lui qu'on est autour de la table aujourd'hui. Voilà. Et là, c'est les amis. Là, une fois par semaine, on fait un repas, on goûte les nouveaux plats, ils me donnent leur avis, ils me critiquent. Et puis ça permet de garder le contact. Nicolas Karabatic, champion du monde de handball, donne un coup de main pour presser le canard au sang. Quel talent! Et la sauce, elle est belle en plus. Romain s'accorde une pause entre amis, car demain, un défi l'attend. Il reçoit à dîner 120 chefs venus du monde entier. Des défis, depuis qu'il est arrivé du Portugal il y a 6 ans, Joao en a relevé d'autres. Le premier consistait à faire découvrir Barcelone en sidecar. Aujourd'hui, il possède 4 sidecars d'époque, entièrement rénovés. Voilà notre flotte de motos. Nous sommes une petite société car nous faisons du sur-mesure. Il est un peu tôt ce matin, mais il faut y aller parce qu'on a pas mal de boulot. Aujourd'hui, Kim, l'un des pilotes de la compagnie, est le premier à partir. Il a rendez-vous avec un couple de clients américains. Aujourd'hui, ce sera magnifique. Les rues vont être couvertes d'étals et de roses. Et donc, on va commencer par la rue Arago. Cette virée à moto rappelle des souvenirs de jeunesse à Karine et Denis. Ah, ça me rappelle une chanson. We're on the road again. Dans la prochaine rue, sur votre droite, vous allez pouvoir admirer l'un des premiers bâtiments construits par Gaudi. Aujourd'hui, Barcelone célèbre la Saint Jordi, l'équivalent de la Saint-Valentin. Pour
Pour l'occasion, la célèbre avenue des Ramblas est fermée à la circulation. C'est une belle tradition. Aujourd'hui, on célèbre le printemps. Oui, c'est merveilleux. Ce sont plusieurs événements en un. C'est un festival du livre, une célébration de l'amour et la fête de votre saint patron. La tradition catalane veut qu'aujourd'hui, l'amoureux offre une rose. Vous devez couper la tige tous les jours pour que la rose dure plus longtemps. L'amoureuse, elle, doit choisir un livre. C'est pour toi. Pour moi. J'ai ma rose et il a son livre. 10 minutes plus tard, Denis et Karine arrivent au sommet du Mont Juic, la plus haute colline de la ville. La cathédrale, bien sûr. Quoi d'autre? La Sagrada Familia, qui est encore en construction. La Sagrada Familia, c'est le plus vieux chantier du monde. Cela fait 126 ans que des hommes poursuivent le projet fou d'Antoni Gaudí, le célèbre architecte catalan. Aujourd'hui, c'est Jordi Faoli qui a pris le relais. C'est lui qui dirige les travaux. Tous les jours, je passe par cette porte et chaque fois que j'entre, je ressens une vive émotion. Chaque jour, le spectacle est différent. La lumière se reflète autrement. Il y a des détails que je vois sous un autre angle. Ce n'est jamais la même chose. La Sagrada Familia est l'unique basilique au monde où les marteaux-piqueurs résonnent 8 heures par jour et personne n'y prête attention. Regardez, vous pouvez voir les vitraux qui bordent la nef. Ils forment un dégradé de couleurs. Jordi supervise la construction de la Sagrada depuis un quart de siècle. Chaque jour, il descend dans ses sous-sols, car c'est là qu'il conserve ses trésors. Dans les entrailles de la Sagrada Familia se cache l'atelier des maquettes. C'est le centre névralgique de la basilique. Car Gaudí n'a laissé aucun plan, aucun écrit. Il ne travaillait qu'avec des modèles en 3 dimensions. Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors ça, ce sont tous les modèles qu'utilisait Gaudí pour construire la Sagrada Familia. Il se basait sur des maquettes pour édifier la basilique. Et elles ont toutes été détruites pendant la guerre civile. Donc tout ce que vous voyez là, ce sont des morceaux que nous avons retrouvés, restaurés et assemblés, et qui nous servent de documentation pour continuer la construction. Le défi quotidien de cette équipe est gigantesque. Sans elle, la Sagrada Familia ne pourrait pas poursuivre sa construction. Voici la maquette de l'arche sur laquelle seront apposées les lettres qui sont taillées en ce moment. Je crois qu'il travaille sur cette partie. Une fois terminé, ça devrait ressembler à cela. Grâce aux maquettistes, Jordi respecte ses délais. Ce matin, il présente à la presse les différents chantiers. Comme la construction de la Sagrada dépend uniquement de fonds privés, Jordi fait régulièrement la promotion de l'avancée des travaux. L'arche est soutenue par 8 colonnes. En avant-première,
Il présente les plans de la plus haute tour de l'édifice. La Torre de Jésus-Christ. Une tour qui, en 2025, culminera à plus de 170 mètres. Le lendemain, comme tous les matins depuis 16 ans, Feliu Martin se rend sur un chantier hors du commun. Il y a déjà de la lumière dans l'atelier. Ça veut dire que les collègues se sont levés encore plus tôt que moi. Allez, on va les rejoindre. Feliu est le chef des tailleurs de pierre de la Sagrada Familia. Nous allons à l'atelier. C'est un peu plus loin. Voici des pierres de Montjuïc. Elles sont typiques de Barcelone. C'est notre pierre principale. Celle-ci vient de Murcie. C'est une pierre calcaire que nous utilisons pour l'intérieur. Elle a une couleur très blanche et très agréable. Et là, c'est un granit français de la région du Tarn. Feliu rejoint son équipe pour répartir les travaux de la journée. Aujourd'hui, on continue de travailler sur la salle des croisillons. Mais toi, Emilio, tu restes ici car on doit terminer un travail sur une pierre de Montjuïc. Allez, au boulot les gars. Emilio doit finir de sculpter une des lettres qui ornera la façade sud de la basilique. Un bloc de pierre d'1,5 tonne. C'est le tailleur de pierre qui donne la forme définitive de la lettre. Une forme comme sur ce R, par exemple. On obtient une texture avec des interstices qu'aucune machine ne peut reproduire. Dans 3 mois, toutes les lettres devront être posées sur le fronton. Loin des lieux touristiques, Barcelone abrite quelques quartiers typiques. À l'ouest de la ville, au pied du parc Güell, également créé par Gaudi, le quartier de Gracia est comme un village. C'est là qu'Emmanuel Petit a décidé de s'installer il y a 1 an et demi. Moi, je suis de Lille. Je suis du nord de la France. J'ai toujours adoré l'Espagne. Un jour, j'ai proposé à Véronique de venir vivre ici pour les enfants, pour nous, pour tout. Ok. Pour vivre ici, Emmanuel a abandonné son métier publicitaire. Aujourd'hui, il crée des meubles à partir de palettes recyclées. Là, on est dans l'atelier, on va aller au fond, là où il y a le stockage de nos palettes. Là, il y a un stock pour combien de temps là Pas grand-chose, hein. J'irais 15 jours, même pas. Hein. À peine récupérées, les palettes sont découpées et transformées par Véronique, son épouse. En quelques minutes, elle est capable de fabriquer un miroir. Il n'est pas bon le miroir. 400 mètres plus loin, tous les objets sont exposés et vendus dans la boutique. Tout est avec de la récup, que ce soit des robinets, et des boîtes de conserve. Derrière son comptoir, Emmanuel travaille sur un nouveau modèle de table qu'un client vient de lui commander. Moi, je suis plus créatif, Véronique est plus pratique, mais l'un va pas sans l'autre.
À peine assemblée, Allez, zou. la table est livrée en personne. Grâce aux bouche à oreille, la plupart des clients sont des voisins ou des commerçants du quartier. Voilà. Attention à ton pied. Ouf. Alors voilà, on avait déjà fourni une table basse avec des roulettes industrielles. Et donc maintenant, cette table va venir derrière à la place de ça. J'aime bien parce que c'est fait à la main. C'est rustique mais bien fini. Et puis ça se marie bien avec la décoration du magasin. Mais un pari plus important attend Emmanuel. Dans 2 mois, il participe au grand concours de décoration de rue de son nouveau quartier. Et ici, représenter sa rue est quelque chose de très important. S'il y en a 2 qui connaissent bien Barcelone et ses traditions, ce sont Salvin et Édouard. Dans leur quartier du Poblenou, où ils ont grandi, ils partagent la même passion. Moi, je suis entré en 96 et toi, juste après. Ouais, plus de 15 ans. C'est sûr, on se connaît depuis au moins tout ce temps-là. Et toujours dans la même peña. Oui, toujours ensemble. Oui, toujours au Castellar de Barcelone. 2-3 fois par semaine, on se retrouve ici. Et tous les dimanches, on s'entraîne. Les Castels, c'est l'une des plus anciennes traditions catalanes. On est près de 200 à s'entraîner ici. On s'exerce pour édifier des pyramides humaines. En catalan, on appelle ça des castellers. Ce soir, c'est le dernier entraînement avant le grand concours de la fête de la Mercè. Édouard a la charge de former les jeunes. Cette ceinture est vraiment très importante. Elle nous sert surtout à maintenir la colonne vertébrale bien droite pour pouvoir supporter tout le poids qu'il y a au-dessus. Et en plus, elle permet aux plus petits de caler leurs pieds derrière pour grimper tout en haut de la pyramide. Cette ceinture, on appelle ça la faixa. Près d'un tiers des castellers sont des enfants. Allez, 1, 2, 3, allez, pousse. Maintenant, mets bien ton pied sur la faixa. Voilà, c'est bien. Attends un peu et vérifie que tu es bien calé. Plus légers, ce sont eux qui constituent les derniers étages de la pyramide. Voilà, c'est parfait, Clara. C'est parfait comme ça. Tous les castellers doivent obligatoirement passer dans cette pièce. Hola, ¿qué tal? On prend la hauteur des épaules, là où on pose les pieds, pour que la construction soit bien équilibrée quand on fait la tour. Il faut écouter attentivement ce que dit le chef de file et rester très concentré. Il ne faut pas faire de bruit. Là, c'est le moment critique. C'est Lila, une petite fille de 5 ans, qui se hisse au sommet. Ça fait 2 ans que je m'entraîne. Quand je suis en haut, je vois tout le groupe et les arbres. Et puis c'est tout. Lila est la mascotte de la Peña. Dans une semaine, les castellers de Barcelone tenteront devant leur public d'édifier la plus haute tour de leur histoire.
Dans le quartier de la Barceloneta, l'ancien quartier des pêcheurs, Romain retrouve son ami Oscar qui a grandi ici. La Barceloneta, c'est à la forme d'un triangle. Un triangle qui s'ouvre d'un côté, il y a le port, et de l'autre, il y a la mer. C'est vraiment un triangle entre la mer et la ville. Ce soir, Romain va cuisiner pour 120 chefs dans le restaurant panoramique d'Oscar. Mais avant ce défi, les deux amis décident de prendre quelques forces. Voici le restaurant où on a inventé la fameuse bomba de la Barceloneta. La bomba, c'est une boulette de pommes de terre fourrée à la viande que l'on fait frire. Je connais très bien les propriétaires du lieu. Quand j'étais gamin, j'allais à l'école avec eux. Oh, comment tu vas? Attention, bombas! Voilà la fameuse bomba. C'est servi avec une mousseline d'ail et une sauce piquante. Et la sauce, c'est le secret de la maison. Ici, toute la famille est au fourneau. Rien n'a changé ici depuis 60 ans, comme moi. Depuis que je suis enfant, c'est le même goût. C'est incroyable, rien n'a changé. Le frigo, les barriques. En 60 ans, tout est resté à l'identique. Ça a toujours été comme ça. Le restaurant d'Oscar surplombe la plage et la ville de Barcelone. Là, vous allez voir, on va dans un lieu très surprenant. C'est au-dessus du téléphérique de Barcelone. C'est un endroit qui s'appelle la Torre d'Altamar. L'unique accès au restaurant se fait par cet ascenseur. Quand il y a beaucoup de vent, la tour bouge. Il y a un système de sécurité qui bloque l'ascenseur. On ne peut plus l'utiliser. On ne peut pas travailler, il faut monter à pied. Et c'est une ascension de 75 mètres, avec 25 étages. C'est la plus belle vue de Barcelone. Le vieux port, là il y a la criée en bas. Ici à gauche c'est la criée de... Après on voit le Tibidabo, on voit toute la ville. Voilà. Donc c'est un endroit merveilleux. Au sommet, la vue est à 360 degrés. Il a le vertige. Et la première fois qu'on est venu, c'était juste une plateforme. Ah oui, il n'y avait pas de fenêtre. Alors il a commencé à ramper. Ah, j'ai dû me mettre à genoux et ramper pour admirer la vue. C'est très impressionnant. Romain doit préparer un dîner de gala pour 120 disciples d'Escoffier, venus du monde entier. Ce sont soit des chefs professionnels des métiers de bouche, soit des producteurs de produits excellents, des producteurs de vin, des producteurs d'olives, des producteurs de fromage, etc., qui ont été remarqués comme étant l'excellence. Romain a 6 heures pour tout préparer. Voilà la cuisine, c'est une cuisine qui est en plein milieu du restaurant et on est en train de faire les derniers préparatifs. C'est vrai que c'est une cuisine qui ressemble à une cuisine de bateau. En hiver, la nuit tombe vite. À 18h, tout est prêt. Ce soir, en direct de la Torre d'Altamar, le Paul Bocuse espagnol. Ah bon, tout est prêt?
Romain présente les différents plats au maître d'hôtel. Ce soir, nous allons servir des classiques de la cuisine française, adaptés au palais local. On commencera par une royale d'oursin, servie dans sa coquille. Elle est cuite à basse température. Ça ressemble un petit peu à un flan. Merci, bon service et profitez de ce moment. Parmi les convives, de nombreux chefs étoilés. En cuisine, le compte à rebours est lancé. Non, c'est 15 minutes, c'est depuis qu'on a démarré, depuis qu'ils sont assis. Donc ça va, ils vont bien. Vichysoise et tartare de thon servis dans un cube de glace sculpté. À 75 mètres d'altitude, les plats défilent. Macaroni farci au homard, morilles et truffes. Cochon de lait aux agrumes. Et dessert. À 23h, le verdict tombe. Romain a réalisé un sans faute. Dans le centre-ville, Joao aussi aimerait faire un sans faute. Ce matin, il a fait venir son associé au garage. Ils doivent prendre une décision importante. On suit toujours le même concept, mais on veut s'agrandir un peu. On veut pouvoir avoir des groupes un peu plus grands, tout en gardant l'esprit du sur-mesure. Joao et Piotr ont décidé d'acheter 2 vannes d'occasion qu'ils vont entièrement rénover. Pour nous, c'est un gros investissement, mais cela nous semble possible. Nous connaissons bien le marché et je crois qu'avec ces vannes, nous allons proposer quelque chose de vraiment nouveau. Les vannes sont stationnées près du port industriel. Ils appartiennent à une société de transport public. Ils sont relativement bien conservés, les moteurs sont bons, on a vérifié. Mais esthétiquement, c'est une horreur absolue. Il va donc falloir tout refaire. Pues ya ves. On va enlever tous les revêtements, les rideaux, les tapis. En fait, on va tout désosser et refaire à notre goût. Au total, Joao et Piotr vont investir 30 000 €. L'objectif est qu'ils soient prêts pour la fin de l'été. On se lance ? Allez, c'est parti. En attendant, Joao part en direction de la vieille ville. Il doit repérer un itinéraire spécialement conçu pour ses clients français. On va marcher un peu. On va s'arrêter dans le Born avant de faire un tour dans le quartier gothique. C'est le quartier le plus ancien de Barcelone. Joao gare sa moto à 2 pas d'un restaurant particulier qu'il connaît bien. Bien, et toi? Très bien, comme d'habitude.
Ici, il n'y a que des Français. On est tous normands. Ah ouais? De la Manche à Goncoutainville, de Mont-Saint-Michel à 80 km/h. On est là. C'est un village de 2500 habitants, on est une douzaine d'ici. On a fait notre lycée ensemble, on a été dans la cour de récréation ensemble, et eux ont un bar, j'ai un autre copain qui a un magasin de lunettes, d'autres personnes qui se sont installées ici. Voilà, chacun a fait sa vie à Barcelone. C'est quoi cette presqu'île? C'est la Pointe d'Agon, c'est le village de Longvier en Normandie. Ça ressemble un peu à Tahiti. Un petit coin de Normandie que Joao a décidé d'inclure dans son circuit pour les touristes français. De l'autre côté de Barcelone, à Gracia, nous retrouvons Emmanuel dans sa boutique de mobilier fait à partir de matériaux recyclés. On va aller voir les décorations de la rue Verdi. La calle Verdi, pardon. Pour la première fois, Emmanuel participe au grand festival de décoration de rue de son quartier. Un concours qui lui plaît particulièrement, car ici les riverains n'ont le droit d'utiliser que des objets recyclés. Ah, ça c'est un peu type papier mâché. Comment vous avez conçu les fleurs? Ah, c'est du plastique. Incroyable. Bonjour Colline. Colline est française. Salut. Elle habite aussi le quartier. L'intérieur, c'est des poils de balai. Des poils de balai. Des poils de balai légèrement peints. Super. Il est magnifique cet arbre. C'est une fête de voisins, que ça prenne des proportions comme ça, c'est assez incroyable. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme une fête d'école, parce que tout le monde s'y met un peu, chacun selon son truc, seulement c'est multiplié par 100 quoi, l'impact. Le fil électrique blanc, moi je veux que ce soit noir comme le toit du... Chaque rue choisit un thème. Dans la calle Verdi, c'est le Japon. Un peu plus loin, la France est à l'honneur. Alors, en fait, ça, c'est un peu Paris, les années 20, 30. Ouais, ouais. Alors, il y a le Moulin Rouge. Et après, on a reproduit des choses typiques françaises. C'est bon. D'accord. Alors, ici, c'est la couture. Avec les corsets, voilà, et la lingerie, il fallait bien une petite touche un peu libertine. Il faut que ça soit fermé. La rue Saint-Anthony est la grande rivale de la rue où habite Emmanuel. Là, voilà, j'ai rien à vous dire incroyable. Que vous ne connaissez pas. Une tour Eiffel de 14 mètres de haut en tube de carton. On vient de Verdi, donc j'étais impressionné, mais là je me demande si ils sont pas en train de marquer des points dans cette rue. Mais bon, c'est de bonne guerre. Une douzaine de rues sont en compétition. El año 2017 vamos a hacer 200 años de historia, con lo cual detrás hay una trayectoria de muchos años, de 2 siglos, de gente que ha participado en esta fiesta. Il ne leur reste plus que quelques minutes avant l'arrêt officiel des travaux. On monte le drapeau, c'est le dernier. Ouais, c'est ça, c'est la dernière touche du travail. On a fini là. La calle Verdi est prête juste à temps. On est fatigué, on est content et on sait qu'on va pas se revoir avant. Enfin, si on va se revoir, mais on va refaire ça avant l'année prochaine et c'est un peu émouvant en fait. Cette année, la calle Verdi a remporté le premier prix. Pour fêter l'événement, tous les participants
se retrouve sur la grande place de Gracia. Comme elles se suivent, les fêtes, tu peux de début juillet jusqu'à fin septembre, tu peux faire la fête. Une autre fête se prépare. Au pied de la statue de la Mercè, la sainte patronne de Barcelone, c'est le grand jour. Edouard mène les 250 castellers de la Peña de Barcelone. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, de rencontres et de retrouvailles avec nos amis, et où tout le travail et l'entraînement de ces derniers mois va porter ses fruits sur cette place. Chaque troupe, chaque peña, porte fièrement ses couleurs. Edouard et Salva sont en rouge et blanc. Les peñas concurrentes portent le vert ou le mauve. On va réaliser une figure de 9 étages. Plus de 200 personnes vont y participer. Et on ne peut pas inscrire tous les noms sur le schéma. Mais on sera plus de 200. Les peñas se mesurent sur la place de l'hôtel de ville. Moi, je monterai en cette direction. Alors, moi, je vais au deuxième étage, et après, il y a beaucoup de monde, et après, troisième étage. Aujourd'hui, les castellers de Barcelone vont tenter l'exploit. Le rôle de chacun est essentiel. Une erreur, une faiblesse, et c'est tout l'édifice qui s'écroule. Au sommet, l'îla culmine à plus de 10 mètres de hauteur. La chute est spectaculaire. Mais heureusement, elle est amortie par les centaines de corps qui forment la base de la pyramide. C'est l'étage du haut qui s'est déformé. Et du coup, la pyramide s'est effondrée. C'est une jeune castellère au 5e niveau qui a cédé. La chute, heureusement, n'a fait que des blessés légers. Sur la place, une autre peña s'élance et réussit sa pyramide. Les castellers de Barcelone, galvanisés, se remettent en position et forment une base compacte. Il faut être précis, si les dimensions ne sont pas correctes dès le début, il vaut mieux tout démonter avant que les étages supérieurs ne deviennent instables. Donc on va s'appliquer pour y arriver. Les castellers de Barcelone, galvanisés, se remettent en position et forment une base compacte. Et cette fois, l'édifice tient bon.
Ça y est. Lo habíamos conseguido. On a réussi cette figure que 3 fois dans le passé. 3 fois seulement en 45 ans. Aujourd'hui, c'est la 4e, alors on est vraiment super heureux. Estamos muy contentos. La joie est immense et pour toutes ces familles, c'est la plus belle des récompenses. À Barcelone, les fêtes s'enchaînent, mais il y a un soir où tout s'arrête. C'est soir de match. Ce soir, Romain ne travaille donc pas. Il emmène des amis venus de France dans 40 minutes, on va arriver. Voir le spectacle dont toute la ville parle. Tu sais ce que tu fais? Vas-y toi, et tu prends François à l'Avenida Palace. L'Avenida Palace? Ouais. Et moi je les monte, sinon ils vont se perdre. Ils ont tous rendez-vous au Camp Nou, le temple du football catalan. Le Barça rencontre le Paris Saint-Germain. C'est José, un ami de Romain, qui invite tout le monde. Ne perdez pas, hein? Pour lui, les places ne sont pas un problème. Mon grand-père était président du Barça, puis ça a été au tour de mon père pendant de nombreuses années. C'est une histoire de famille. Mon grand-père était supporter du Barça, ma grand-mère également, et on peut remonter jusqu'à mon arrière-grand-père, et enfin mon père qui a réussi à être président du Barça. À Barcelone, le Barça c'est bien plus qu'un club de foot. Parmi les spectateurs, on retrouve Salva, le casteller de Barcelone. Il ne rate jamais un match. Le Barça et la Catalogne ont toujours été très unis. Pendant la dictature de Franco, il était interdit de parler catalan, sauf dans ce stade. Au stade, Salva a sa place à l'année. On va entrer par la porte de droite. C'est par là. Le Camp Nou, c'est le plus grand stade d'Europe. Il peut accueillir 100 000 supporters. Ce soir, il faut qu'on gagne. On n'a pas le choix, il faut gagner ce match. Romain et ses amis sont de l'autre côté du stade, à l'entrée des VIP. Là, ce sont les noms de ma grand-mère, mon grand-père, ma grand-mère maternelle, ma sœur, ma mère, mes 2 autres sœurs, mon oncle, ma tante et enfin mes 2 cousins. Dans sa loge, José a tout juste le temps de présenter les joueurs du Barça. Là, c'est Iniesta et Neymar. Et déjà, le premier but pour le PSG. Moi, je suis neutre. José, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Dans les gradins, Salvatore est nerveux. Mais ça ne dure pas. Le Barça l'emporte 3-1. Le lendemain matin, Romain et Oscar vont au marché de la Boqueria. Il y a 8 mois, ils entamaient les travaux pour ouvrir un comptoir de sandwich gourmet, mais tout ne s'est pas passé comme prévu.
On s'est trompé au départ, on a voulu monter un endroit de sandwich nomade, comme on avait expliqué. Et en même temps, il y a eu le voisin qui a eu la même idée. Donc il a monté ça, et on a vu que ça ne marchait pas. Donc on a dit qu'est-ce qu'on va faire, on ne va pas se lancer dans quelque chose qui ne fonctionne pas. On a réorienté le business, parce que des fois, on peut se tromper, des fois les choses ne sont pas ce qu'on pensait qu'elles seraient. On est allé sur quelque chose de très populaire, c'est la pizza. Et dessus, on y met les produits du marché. Les deux hommes ont le sens du business. Aujourd'hui, leur affaire est un succès. 24 € s'il vous plaît. Plus d'une centaine de pizzas sont vendues chaque jour. Et grâce aux relations d'Oscar, Romain a une nouvelle idée. Alors là, c'est le nouvel endroit. Si vous voyez, en fait, c'est deux locaux qui sont complètement jumeaux, en fait. Parce que c'est la même taille au même endroit. Et là, on passe de faire des pizzas à faire des huîtres. Et ça, pareil, c'est une rencontre. On fait ça, en fait, on fait des huîtres avec Joël Dupuche. C'est le producteur d'huîtres qui est sur le bassin d'Arcachon. Que vous avez déjà dû voir dans le film Les Petits Mouchoirs. C'est la chaîne de l'amitié, non? On essaie de monter des affaires et de le faire avec des amis. Et donc là, on a trouvé cet endroit pour faire les huîtres. Dans leur nouveau projet, Romain et Oscar veulent aussi mettre en valeur les produits locaux que l'on trouve sur la criée du Vieux-Port, entre les yachts de milliardaires et les barques de pêcheurs. À Barcelone, il ne reste qu'une douzaine de bateaux de pêche en activité. Au printemps, c'est la saison des gambas et des langoustines. Ils ont commencé à 5 h du matin. Ils ont passé toute la journée en mer et ils ramènent ces crevettes et ces petites langoustines. Ce matin, les pêcheurs sont d'humeur taquine. Tu dois manger nos crevettes crues, sinon tu n'es pas un vrai chef. Allez, bon appétit. C'est l'épreuve du feu, tu dois les manger. L'épreuve du feu. Elles sont vraiment incroyables. Hein. Les gambas rouges de Barcelone sont très recherchées. Elles sont immédiatement vendues à la criée du port. Alors ils vont poser les casiers de poissons ici, puis les étiqueter, et ça va défiler sur ce tapis roulant pour que les acheteurs puissent les voir et enchérir à la baisse. On part toujours du prix le plus haut et on descend. C'est toujours comme ça. Tous les acheteurs des restaurants sont déjà là et les prix sont plutôt élevés. Bon sang. Oscar et Romain parviennent à acheter 2 caisses de gambas. Elles sont grosses, elles sont belles. Aujourd'hui, on va les cuisiner avec du sel uniquement à la plancha. Aujourd'hui, Romain et Oscar ont une autre mission. Ils veulent sélectionner pour le bar des vins blancs de la région. Pour rendre le moment plus agréable, ils ont fait appel à Joao. Il vient tout juste de finir la restauration d'un des 2 vannes achetés il y a 6 mois. Hola, Romain. Bonjour, comment ça va? Oula, c'est du top niveau. Peinture vernie, toit ouvrant. En 6 mois, les carrossiers ont fait du bon travail. Avec son van, Joao peut maintenant proposer des destinations touristiques plus lointaines. Nous allons dans une région au nord de Barcelone, à une demi-heure. Ça s'appelle Leia. Et on y trouve une grande tradition viticole qui date de l'époque romaine. Les vignes se situent à flanc de colline, juste au-dessus de la mer.
On entre dans la propriété. Ici, il n'y a pratiquement que de la vigne. Salut, ça va? Bienvenue à Altaleya. Merci. Alors, Romain et compagnie, je vais vous présenter José María Pujol Busquets. José María a créé le domaine il y a 20 ans. Alors, Romain, Formel. Ça va? Entre amateurs de bonnes choses, le courant passe tout de suite. Un français, deux catalans. Rendimiento. Il est en train de finir. On peut goûter, hein, tranquillement. Il y a 10 ans qu'on a démarré à travailler sans souffle. Pour mieux apprécier ces vins organiques, Romain se met au fourneau. Cèpe poêlée à la fleur d'ail, ventrèche confite à la plancha, gambas rouges à la croûte de sel. C'est parfait. Le sel a bien fait son travail. Les cuisiniers sont satisfaits. Aire de mar y montaña. Alella, c'est la plus petite appellation viticole d'Espagne. Elle est située dans un parc naturel protégé. D'ici, on voit tout Barcelone. Le Mont Tibidabo, la Tour Akbar, la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, justement, a encore changé. Les tailleurs de pierre ont relevé leur défi. Feliu et ses compagnons ont terminé en 3 mois leur lettre géante. Pouvoir tailler ces pierres et ensuite les placer sur cet édifice si emblématique, c'est une véritable fierté. Feliu et les 300 artisans qui travaillent avec lui se sont tous engagés à avoir terminé la Sagrada dans 10 ans. Tout juste 100 ans après la mort d'Antoni Gaudí.